Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 51, à la recherche du roi perdu. L'attaque massive des barbares le 31 décembre 406, provoquée ou non par les Huns, détourne notre attention du fait que la crise de l'Empire romain est avant tout une crise interne. L'empereur, retranché au fin fond des marais à Ravenne, sur la côte adriatique, ne contrôle plus assez d'hommes ni de ressources pour imposer sa volonté à son empire et aux forces militaires, romaines ou barbares, qui tentent de le contrôler. De plus, il n'a ni l'intelligence ni le prestige nécessaire pour retourner la situation en sa faveur. À partir des années 20, l'Empire de l'Ouest sombre littéralement dans le chaos de la guerre civile généralisée qui annonce son éclatement final dans les décennies qui vont suivre. Et c'est dans ce grand bazar qu'apparaît, enfin peut-être, le premier des Mérovingiens, comme nous allons le voir dans cet épisode. Dans les années 580-590, un homme important du royaume des Francs se met au travail dans sa cathédrale de Tours. Cet homme, c'est Grégoire, un aristocrate auvergnat devenu évêque de la grande ville sur la Loire et gardien du sanctuaire de Saint-Martin. Un évêque dont nous allons amplement parler dans les prochaines saisons et qui a décidé de se lancer dans ce qui va devenir l'œuvre de sa vie et qui lui vaudra plus tard le surnom de père de l'histoire de France. Une œuvre nommée initialement 10 livres d'histoire, connue désormais sous le nom d'Histoire des Francs et qui constitue la source littéraire de loin la plus complète sur la dynastie mérovingienne. Mais Grégoire, comme on va le voir, et aussi valeureux aient été ses efforts, a fait face aux problèmes habituels de n'importe quel historien de toutes les époques, comme Tacite ou tous les autres. D'abord, la qualité de ses sources. Grégoire écrivant autour de 590, soit presque 2 siècles après les faits. Lui-même convient d'ailleurs dans son œuvre que tout n'est pas absolument clair dans ses informations, même en puisant dans les documents antérieurs qu'il cite, documents disparus entre-temps malheureusement. Et ensuite, il ne faut pas oublier ses propres biais bien sûr, car comme tout historien, Grégoire en avait quelques-uns. Et pour commencer, la vocation religieuse de son ouvrage, car notre évêque a tenté d'interpréter l'histoire du royaume sous l'angle de la volonté divine s'exprimant au travers du cours des événements. C'est de bonne guerre, vous me direz, pour un évêque, mais c'est une thèse toujours périlleuse, surtout pour une période si confuse. Et puis n'oublions pas non plus l'environnement politique, puisque lorsqu'il écrit son texte à la fin du VIe siècle, la Gaule est dirigée par plusieurs rois mérovingiens, dont il vaut mieux flatter le prestige, et donc les ancêtres, plutôt que d'essayer de faire le malin. Quoi qu'il en soit, une fois couverte la question des premiers martyrs chrétiens de la Gaule, Grégoire passe sur l'histoire des Francs à proprement parler et reprend l'idée des historiens précédents sur ce peuple, c'est-à-dire un groupe unique et pur, issu des plaines du Danube et entamant une longue migration vers l'ouest. Et c'est une fois arrivés sur les bords du Rhin que nos braves barbares se seraient choisis un roi parmi les familles les plus nobles du peuple franc pour les diriger. Une hypothèse qu'ils rapportent sans trop la juger, mais qui de fait entraîne la question logique suivante. Mais qui était donc le premier roi de ce peuple extraordinaire ? Eh oui, cette vieille idée moisie du peuple originel pur, parti à la conquête de la terre promise de Gaule et qui se choisit son roi dans la plus noble des familles. Bon, autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas la dernière des salades qu'il va nous servir, Grégoire. Et le fait qu'il ne soit pas si sûr de lui sur ce coup ne va pas l'arrêter non plus. Sacré Greg. Après, il faut aussi avoir en tête que dans cette Gaule devenue une monarchie mérovingienne,
il était bien obligé de faire un peu gaffe à ce qu'il écrivait le Grégoire, quand il aborde la question de la royauté. Un exercice classique, somme toute, que Tacite aurait certainement apprécié à sa juste valeur. Pourtant, dès le chapitre 2 de son œuvre, on voit bien combien Grégoire doit manier les paradoxes. Parce que ce qu'il nous rapporte sur les Francs fonctionne assez mal avec les hypothèses officielles du peuple uni et de ses puissants rois passés. Car notre Grégoire a fait un travail sérieux quand même. Il a consulté des sources historiques disparues depuis, mais établies durant la fin de l'Empire, et qui décrivent une toute autre histoire que ce joli mythe. Par exemple, c'est lui qui nous relate les opérations d'Arbogast contre des bandes de Francs libres sous Sunon, Génobo et Marcomir en 388, pour calmer la frontière autour de Cologne et recruter des troupes avant la grande bataille de la rivière Froide. Des hommes qui ont effectivement existé, puisqu'un auteur romain contemporain rapporte que le fameux Marcomer a fini en exil quelque part en Toscane et que Sunon, lui, a été tué par ses propres hommes lors d'une révolte. C'est aussi sous sa plume qu'on entend parler de la fameuse bataille contre les Vandales, puis les Alains, juste avant l'attaque des supergroupes du 31 décembre 406, où les Francs se sont fait écraser en tentant de ralentir la vague qui va déferler sur l'Empire. D'ailleurs, on ne sait pas de quel groupe de Francs précis il nous parle dans ce dernier épisode, comme de leur localisation exacte. Nous avons présenté l'hypothèse que les Francs qui ont défendu l'Empire romain en 406 sont bien ceux qu'on appelle les Saliens suite aux opérations de Julien vers 360. Saliens, c'est-à-dire des Francs du Nord, semi-indépendants et alliés objectifs de l'autorité impériale depuis leur fixation autour de l'embouchure du Rhin par l'apostat. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Certains historiens penchent plutôt pour ce qu'on appellera aussi des Francs rhénans, comme obstacle sur la route de la grande attaque de 406. Des Francs vivant plus au sud, probablement entre les villes modernes de Cologne en Allemagne et Nimègue aux Pays-Bas. Des Francs qui sont restés sur la rive droite de l'autre côté du Limès et qui sont encore résolument hors de l'Empire au début du 5e siècle et dont sont issus les 3 rois vedettes des années 80-90. Une interprétation de tout ça est que Grégoire confirme indirectement ce que nous savons maintenant grâce à la recherche historique. À savoir que c'est un véritable puzzle de Francs assez différents le long de la frontière, et les roitelets ou chefs de gang qui les dirigent ont l'air assez indépendants les uns des autres. Ce qui bien sûr ne colle pas très bien avec le narratif officiel du peuple unique venu de Pannonie et de son grand roi à la destinée fixée. Mais bon, faut croire, j'imagine, que Greg avait besoin de chercher une espèce de cohérence là où il n'y en avait pas forcément. En fait, les Francs libres restent à ce stade un seul essaim tribal, fragmenté politiquement, mais pas forcément très différent en tant que peuplade du point de vue ethnique. D'ailleurs, la suite des événements 50 ans plus tard va prouver que ces hommes ne sont sûrement pas des étrangers entre eux, notamment avec les premiers Mérovingiens issus des Saliens qui auront quelques démêlés sanglants avec leurs cousins du Rhin, avec qui manifestement ils partagent des liens culturels et dynastiques. Mais en tout état de cause, dès les années de troubles post-attaque de la Saint-Sylvestre 406, les Rhénans semblent beaucoup moins motivés à défendre irrévocablement l'Empire romain que les Saliens du Nord, ce qui marque une première distinction entre eux. Enfin, si on peut encore parler d'un empire à défendre en tant que tel, parce qu'à partir de 408 et le moment où Honorius autorise l'exécution de Stylicon, la fracturation politique de l'Empire, déjà en marche depuis longtemps, va s'accélérer rapidement. Les grands chefs de guerre romains ou barbares, même s'il est parfois un peu difficile de démêler qui est qui au vu de la mixité des leaders comme des groupes qu'ils dirigent, ces hommes se déchirent le pouvoir pendant des décennies sous le regard impuissant de l'empereur caché à Ravenne au nord, qu'il s'appelle Honorius, ou son successeur et neveu, le petit Valentinien III, aussi incapable que lui de diriger quoi que ce soit. Et s'ils ne peuvent conquérir le pouvoir suprême sur la totalité de l'Empire, certains de ces chefs se taillent quand même littéralement des zones d'autonomie au sein même de l'Empire au fil des alliances et des trêves qui s'enchaînent sans jamais durer très longtemps. Une décomposition progressive de l'Empire d'Occident en principauté indépendante au fil des guerres civiles généralisées où les contingents francs du Rhin vont s'illustrer. Assez clair que, comme disent nos ados aujourd'hui, les chefs de bande, ils ont dû vivre leur meilleure vie. Composés de pillages de masse avec des bandes organisées
qui sillonnent les routes, dévastent les campagnes et torturent les paysans après avoir tout volé. Et oui, tu m'étonnes que les Francs du Rhin vont jouer leur partition dans la pagaille généralisée de l'époque. Le bazar, c'est leur spécialité depuis 150 ans. Ah, les Francs, pas foutu de construire un aqueduc ou une ville, mais pour générer de l'entropie, tout casser et tout cramer, bloquer les routes et les ronds-points, là par contre il y a du monde. De là à dire que c'est une signature qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, c'est un pas que je vous laisserai franchir, ou pas. En tout cas, un certain nombre d'entre eux vont rejoindre les groupes de rebelles romains qui se battent au sud pour le contrôle du pouvoir dès 408. Sous les usurpateurs ou empereurs Constance III, Constantin III ou Jovien, des bandes de mercenaires francs, comme elles l'ont toujours fait, rejoignent les coalitions successives de ces 2 décennies et participent à la guerre générale qui secoue l'Ouest et qui dévaste l'Empire. Même s'ils vont se retrouver à souvent soutenir les perdants malheureusement pour eux dans ces conflits à répétition. En même temps, d'ailleurs les 2 phénomènes sont peut-être liés, plusieurs groupes de francs libres se singularisent en pillant largement les provinces de Belgique ou de Germanie, notamment l'ancienne capitale de Trèves en 413 et en 420. Ils prennent même momentanément le contrôle de cette région, occupant Mayence et Cologne, pendant que les guerres civiles occupent tout le monde loin, là-bas au sud. Chassés une première fois par les contre-attaques romaines, les troubles et les pillages des grandes villes de l'Est vont reprendre à la mort d'Honorius, jusqu'à ce qu'un nouvel officier romain d'une autre trempe finisse par régler le problème avec les Francs du Rhin grâce à un feu Eudus, en 432. Un véritable traité d'alliance cette fois, péniblement arraché, mais qui donne une place nouvelle aux Francs dans le système romain déclinant du 5e siècle. Ces bandes, en tout cas une partie des groupes opérant sur la moyenne vallée du Rhin autour de Cologne, réussissent donc à recevoir la reconnaissance politique qui les hisse au niveau des autres grands peuples de l'époque, comme les Visigoths ou les Vandales. On n'en est pas encore à l'établissement définitif de principautés de Francs sur la rive gauche, mais l'établissement de ces accords avec Rome légitimise la présence de ces petites entités politiques indépendantes qui, à terme, vont s'établir pour de bon sur les 2 rives du Rhin en tant que voisins de l'Empire. Ok, ça sent déjà bien le sapin pour l'Empire romain d'Occident au tout début de ce 4e siècle. Mais même si on répète toujours que c'est 476 la fin de l'Empire, on voit bien que ça commençait déjà à partir en sucette. La vérité, c'est qu'en attendant que le dernier titulaire du poste officiel abdique à la date fatidique bien connue, ça faisait longtemps que tout l'Empire était cassé en zone d'influence et qu'on pouvait de moins en moins parler d'un véritable empire. Correct ? Disons que l'agonie du système a été longue, très longue même. Pour un empire organisé depuis des années pour marcher de manière pyramidale, avec une centralisation des impôts et des levées de troupes pilotées par le pouvoir central depuis des siècles, le modèle met un certain temps à rendre l'âme. Et cette dislocation progressive va continuer à la suite de la guerre civile du premier quart du 5e siècle, avec une lutte implacable pour maintenir ou briser le semblant d'unité de l'Empire sous le contrôle théorique du fantoche qui vit à Ravenne. Une période qu'on peut schématiser par 2 grands phénomènes pour faire très simple. D'abord, la mise en place progressive de ce qu'il faut bien appeler de petits royaumes barbares, même si les Francs rhénans ne sont pas assez puissants pour obtenir ce résultat à ce stade. Alors si on veut être juste, il ne faut pas dire royaume barbare, mais plutôt des principautés indépendantes, pilotées par quelques groupes paramilitaires d'origine germanique. Parce que les quelques dizaines ou centaines de milliers de Germains ou de peuplades de l'Est qui ont traversé la frontière n'ont sûrement pas grand remplacé les millions de Romains qui vivaient là. Simplement, à la suite des troubles de 406 et de la guerre généralisée, ceux qu'on désigne comme Vandales en Afrique du Nord, comme Suèves en Espagne ou comme Visigoths en Aquitaine, sont en fait des groupes militaires sans doute moitié barbares et moitié romains d'ailleurs, dont le chef et la bande armée prennent le contrôle politique et militaire d'un territoire et négocient leur semi-indépendance vis-à-vis du pouvoir central au fil du temps. Les Romains du coin n'ont pas disparu. Ils ont juste un nouveau patron à leur tête avec une armée un peu plus bigarrée que d'habitude. Et ensuite, deuxième phénomène en opposition, c'est la résistance de ce même pouvoir central. Alors, pas l'empereur lui-même, vu qu'Honorius puis son petit-neveu Valentinien III, montés sur le trône après quelques années de troubles, ne sont pas plus vigoureux ou efficaces l'un que l'autre pendant leurs 60 années de pouvoir cumulé. Mais des hommes et des femmes qui continuent à utiliser la figure de l'empereur pour tenter de reconstituer, ou du moins de maintenir, le gros de la structure impériale à leur profit, en abandonnant ce qu'ils ne peuvent plus tenir directement aux chefs de guerre dont on vient de parler, et en luttant avec ou contre eux pour conserver le reste.
Et en particulier, à partir de 430, Valentinien III et sa cour doivent accepter l'émergence du dernier homme fort de l'Empire de l'Ouest. Un homme qu'on surnommera le dernier des Romains, Aetius. Un semi-barbare là encore, de père scythe en suivant les textes, c'est-à-dire sans doute ostrogoth, et d'une mère romaine. Un homme qui a vécu son adolescence en tant qu'otage romain auprès des Wisigoths d'Alaric, puis des Huns, mais qui a pu finalement faire carrière dans l'armée romaine au point de devenir l'homme fort du régime à partir de 433, en contrôlant les dernières armées servant nominalement l'empereur. Oui. Alors, rien que le pédigré du bonhomme fait un peu douter sur le qualificatif de dernier des Romains. Sauf à l'interpréter d'une toute autre façon. Genre, c'est le dernier des Romains de la part de romanité qu'il a reçu de son éducation. Le gars de base est à moitié barbare par son père. Et en plus, il a passé toute son adolescence chez les Goths puis les Huns. Donc comme descriptif, ça sonne vraiment bizarre. Et puis surtout, il a plus combattu à la tête de contingents de mercenaires étrangers que de légions véritablement romaines. Et il a passé sa vie à mener des guerres civiles pour son propre intérêt, contre ou dans le dos de la cour impériale de Ravenne. Je sais, vous ne trouverez pas ça dans vos vieux livres d'histoire. Alors ok, c'est une sacrée ascension pour un homme sorti de nulle part. Mais de là à en faire le grand défenseur de la Rome éternelle, parfois, la mémoire historique, c'est du grand n'importe quoi. Pardon. Je veux dire que tout cela révèle certainement d'un narratif très enraciné dans nos vieux livres. Mais alors, avec la prise de pouvoir d'Aetius dans les années 30, il leur arrive quoi au front exactement, Xavier ? Pour les Rhénans, on l'a dit, on reste dans du classique de chez classique et Aetius est l'homme à la manœuvre pour les remettre sous contrôle. La contre-attaque de 428, c'est lui. Le Foedus de 432 qui reconnaît les Francs rhénans comme alliés de Rome, c'est lui. Une longue lutte qui alterne avec les autres problèmes qu'il doit gérer avec les Wisigoths ou ses autres rivaux de l'Empire, mais qu'il conclut avec un certain succès avec cette paix. Côté fransalien, c'est plus obscur. Comme on en entend peu parler, plusieurs spécialistes jugent qu'ils sont sans doute restés tranquilles, toujours fidèles à Rome et à leur alliance avec l'Empire. En tout cas, ils ne viennent pas se faire remarquer en brûlant le nord de la Gaule, ce qui est sans doute un bon point pour eux. Une autre façon de voir la chose, moins charitable mais tout aussi probable, c'est aussi qu'ils profitent du vide et qu'ils ne vont pas piller ou attaquer ce qui devient de fait leur propre territoire, puisque tous les autres défenseurs ont disparu. Parce que, soyons réalistes, à partir du début du 5e siècle, Ravenne perd progressivement les moyens de contrôler le nord de l'Empire. La disparition des légions et de l'autorité impériale sur la Bretagne, comme sur l'extrême nord de la Gaule, est une réalité qui s'impose à tout le monde. Rome, en tant que pouvoir central, a disparu et ne tentera plus que vaguement de reprendre le contrôle au cours d'opérations de pacification, mais sans plus jamais rétablir sa souveraineté sur ses terres. En gros, l'autorité centrale laisse les populations locales se débrouiller avec leurs provinces et les troupes barbares encore présentes sur leur sol, en leur demandant surtout de rester chez eux et de ne pas venir en rajouter aux problèmes internes du reste de l'Empire. Et c'est donc dans ce cadre obscur que semble se distinguer un premier chef politique notable, que Grégoire va nommer leur premier roi, un certain Théodemère. Ah bah enfin, je ne sais pas s'il faut scander Alléluia ou Gloire à Wotan, mais il était temps quand même. Ça fait 50 épisodes que tu nous fais mariner en attendant d'avoir un mérovingien certifié AOC. C'est pas trop tôt. Mais alors du coup, c'est qui ce Théodemère ? Au nom qui nous fait plutôt penser au Seigneur des Anneaux qu'à autre chose. C'est le père de Clovis, son grand-père, son grand-oncle ? Est-ce qu'on a le droit de l'imaginer grand blond avec une botte noire ? Adepte de lancer de hachette ? Qui fait la collection de vases en or ? En plein milieu de sa description des tribulations des Francs dans les guerres civiles des 30 premières années du siècle, Grégoire mentionne la chose suivante. Nous lisons, dans les fastes consulaires, que Théodemère, roi des Francs, fils de Ricomère et Assia, sa mère, furent égorgés. Voilà. Quoi voilà ? C'est tout ? C'est ça le premier roi des Francs ? À noter tout de même que son père se nommait Ricomère, comme un de nos 4 fantastiques. Oui, c'est tout. Et il va falloir s'habituer avec Grégoire à faire face à une absence pénible de détails et de contexte pour ce qu'il nous lâche dans son œuvre. Mais essayons quand même de décrypter ce que cache cette petite bombe du premier roi des Francs selon Grégoire.
Pour notre évêque du VIe siècle, le premier mérovingien serait le fils du quatrième fantastique, Ricomère, le top général de Théodose, et donc possiblement le cousin de l'impératrice Eudoxie. Théodemère, dont le nom sonne bien d'ailleurs avec une terminaison en mère, qu'on retrouve dans le nom même de mérovingien, et qui aurait pris le pouvoir sous les Francs du Nord autour de 410-420. Un grand noble barbare romanisé, fils d'un des plus fameux francs d'Empire, aurait été nommé par Rome à la tête du peuple salien, et serait le futur ancêtre des Mérovingiens. Une belle success story pour Ricomère donc, de la fin du IVe siècle, que défend Grégoire pour expliquer l'origine de la lignée royale des Mérovingiens. Enfin, qu'il défend assez vaguement quand même, ce qui tombe bien vu que son exposé pose tout un tas de problèmes en réalité. D'abord, les fastes consulaires qui sont les listings officiels de l'Empire romain et qui notent scrupuleusement le nom des consuls année après année ont été depuis longtemps fouillés par les historiens. Et aucun Théodemère n'a jamais été retrouvé, ce qui atomise pour commencer l'unique preuve du dossier. Et puis, la nomination du fils de Ricomère semble au moins un peu tirée par les cheveux pour ne pas dire plus. Alors, on a bien eu un cas listé 40 ans plus tôt d'un dignitaire romain nommé Malobo, si vous vous rappelez, qu'on a cité à l'épisode 38, nommé plus tard comme roi des Francs. Une mention qui, comme on l'avait dit, a fait couler beaucoup d'encre, vu qu'on a un peu de mal à comprendre comment un barbare romanisé pourrait se retrouver tout à coup légitimement bombardé à la tête d'une tribu de Francs libres. Même auréolé du prestige de Rome et soutenu par l'Empire, tout cela paraît un peu compliqué. Dans le cas précis de Théodemère, avec un père ayant vécu à Constantinople les dernières années de sa vie, dans le camp des ennemis et dirigeants de l'Ouest, que ce soit Magnus Maximus ou Arbogast, on a du mal à se projeter dans les conditions d'une nomination pareille. Alors, est-ce que Théodemère a existé ? C'est possible. Est-ce qu'un dignitaire barbare romanisé a pu être nommé à la tête d'une région ou d'un groupe de Francs comme des Lètes ou des Déditis, voire des fédérés très proches du monde romain ? Par exemple, après la victoire de Théodose à la rivière Froide en 394 ? Là aussi, c'est possible. Pas sûr que ça le qualifie, cependant, comme le grand roi que recherchait Grégoire, ni qu'il y ait forcément un lien de famille avec le quatrième fantastique. Ouais, en toute vraisemblance, si un Théodemère, fils de Ricomère ou pas, a pu être nommé chef sur une bande de Francs pendant un certain temps, on peut douter que cet homme ait tenu un rôle particulièrement significatif. Parce qu'on n'a aucune autre mention de son existence nulle part ailleurs, aucun fait d'armes ou aucun indice de quoi que ce soit à son sujet chez aucun auteur de la période. Donc de là à en faire l'ancêtre des Mérovingiens, c'est quand même un peu fort de chicorée, non ? À moins qu'il ait tout simplement enfourché son cheval pour retourner vers le Rohan dans le soleil couchant. Et d'ailleurs, Grégoire n'y croit pas trop non plus, pour être honnête. Quand il écrit à son sujet « Nous lisons que », entre guillemets, ça ne sonne pas comme la grosse prise de position, pour être honnête. D'autant que dans la phrase suivante, il va parler de celui qui, véritablement, est présenté comme le premier ancêtre de la dynastie, et qu'il va très clairement ne pas présenter Théodemère comme son ascendant. Ce qu'il aurait fait si la chose lui avait paru ne serait-ce que vraisemblable. Alors, grosse déception derrière ce premier roi des Francs ? Eh bien, oui et non. Parce que finalement, c'est moins la puissance historique de l'histoire de Théodemire qui est intéressante que tout ce qu'elle révèle en creux. D'abord, qu'au début du Ve siècle, l'histoire des Francs est intimement liée à celle de Rome. Loin de l'image d'Épinal du barbare assoiffé de sang et motivé pour détruire l'Empire romain de fond en comble, toute l'histoire du IVe et du Ve pointe vers un groupe tribal plus lié à Rome qu'hostile dans le fond. Dès leur première installation, un siècle plus tôt, avec des statuts légaux pas très prestigieux comme la nomination d'officiers en tout genre aux côtés des empereurs, les Francs n'ont jamais manifesté autre chose qu'une grande capacité à s'intégrer dans l'univers romain plutôt qu'à le détruire. Pillards ou non, mercenaires ou laides, les Francs n'ont jamais démontré une volonté d'abattre l'Empire, mais plutôt d'en profiter, voire d'en faire partie. Que leur soi-disant premier roi ait pu être un fils de consul, peut-être élevé à Constantinople, voire cousin de l'empereur Eudoxie, est plutôt cocasse. Au-delà des nombreuses improbabilités de cette histoire, le plus intéressant est qu'elle ait pu être crue. Ce qui en dit long sur nos hommes quand même, et leur réputation de l'époque comme d'être tout ce qu'on veut, sauf des ennemis implacables de Rome. La deuxième leçon
réside bien dans la nébuleuse recherche d'un premier roi qui tourne vite chez Grégoire. Ces explications à propos de l'origine des Mérovingiens montrent surtout une chose. Pour une dynastie prétendument glorieuse, personne ne sait trop dire d'où elle remonte, à la 3e ou la 4e génération, avant son grand héros, le roi Clovis. Alors que la plupart des sociétés scandinaves de l'Antiquité ou du Moyen-Âge attachent une grande importance culturelle comme religieuse à la question des ancêtres, que les Ostrogoths ou les Lombards seront capables de dresser des généalogies sur 10 ou 15 générations, les Francs, eux, se distinguent par une ignorance assez consternante. Comme tu clashes grave les Francs là, en gros, il faudrait déjà oublier le peuple glorieux et unique. Bon ça, on le savait. Mais cerise sur le gâteau, tout porte à croire que leur titre de gloire, c'était d'avoir fait facilement carpette devant les Romains et de s'accommoder bien facilement d'être leurs barbares de service. Mais pire, l'obscurité au sujet de leur roi et de leur descendance tend surtout à prouver que c'était probablement des nobody absolus, des petits chefs de rien du tout, sortis de nulle part, qui ne sont même pas assez crédibles une demi-seconde pour se forger une généalogie qui tient la route. Vrai ou légendaire, et sans doute plutôt légendaire, ces généalogies constituent une source de légitimité importante normalement chez les princes barbares des différents peuples, d'où leur conservation et leur exaltation permanente chez les souverains des autres nations. Mais chez les Francs, rien de tout ça. La vérité que doit nous présenter Grégoire, c'est que personne ne semble plus trop savoir à son époque d'où viennent les Mérovingiens, à commencer par eux-mêmes. Tous les efforts louables de Grégoire pour leur trouver un roi et un destin glorieux ne peuvent pas transformer la réalité de ces sources et ni de ce qui a dû être une genèse assez médiocre finalement. En tout état de cause, force est de constater que les Francs en tant que barbares libres n'ont rien de très fameux à mettre en avant à ce stade. Ni grand roi, ni grand fait d'armes, ni grande entité politique. Un palmarès franchement faible à comparer aux autres grandes nations barbares de l'époque. Au début du 5e siècle, de grandes entités pilotées par un pouvoir militaire d'origine barbare sont en train de se mettre en place. Les Visigoths qui pilotent l'Aquitaine et font jeu égal avec le pouvoir romain d'Aetius. Les Suèves autour du Portugal, les Vandales et les Alains qui ont pris le contrôle de l'Afrique du Nord. Et sans parler de nouveaux venus, les Ostrogoths et les Huns qui occupent les plaines du Danube et sont eux aussi devenus des puissances redoutables. Et c'est au milieu de ces géants, profitant sans doute de l'ombre gigantesque qu'ils projettent, que les Francs vont mijoter leur irruption imprévue dans l'histoire avec un grand H. Les Francs, eux, saliens comme rhénans d'ailleurs, sont encore loin de représenter une force militaire ou politique comparable. Et c'est sans doute ce qu'il y a à comprendre de la quête impossible de Grégoire de nous trouver un grand roi des Francs à la hauteur des collègues du moment. Une histoire un peu faiblarde donc, mais qui révèle peut-être le plus grand atout dont vont bénéficier les Francs au début du 5e siècle. À savoir, passer sous le radar des autres grandes puissances, barbares ou romaines, trop occupées à leur lutte généralisée, pour s'occuper de ce minuscule groupe à la frontière du monde connu. Leur devise aurait donc pu être « Oublie que t'as aucune chance, fonce », en hommage bien sûr à Jean Clovis Dus, qui vient de nous quitter. Un groupe qui, même tardivement, va finir à son tour par enfin s'unifier sous un roi. Car avant Clovis, à partir de 430, voici l'heure venue de Clodion le Chevelu. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr ou de nous laisser un message et rendez-vous au prochain épisode.